tous. Merci Thierry pour cette introduction extrêmement riche. Déjà un petit peu dans la salle, combien il y a d'assureurs ici? Levez la main. Ah, vous êtes nombreux. Ça va, vous n'êtes pas trop tassés sur votre siège pendant la présentation? Et les experts? Ah, aussi. Et est-ce qu'il y a des entreprises? Très bien. 3-4, parfait. Donc ce qu'on voit, c'est quand même assez équilibré entre assureurs et experts. Et donc pendant ces deux tables rondes que j'ai l'honneur d'animer aujourd'hui, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Déjà, je voulais remettre un petit peu le contexte pour cette première table ronde. On a parlé beaucoup de chiffres clés. Il y en a un autre. Aujourd'hui, on est donc en 2025 et il y a 10 ans, c'était les accords de Paris qui ont été signés avec un objectif clair d'ici 2050 de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement planétaire. Vous le savez, on est quand même très loin du compte. On devrait y arriver même d'ici 2040, donc dans 15 ans. C'est un objectif qui est fragile et pourtant qui est absolument vital. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment est au cœur de ce défi. En 2022, vous étiez près de 23% des émissions de gaz à effet de serre ensemble étaient émises par ce secteur, 43% des consommations énergétiques chaque année. Un de nos intervenants tout à l'heure fera une petite mise à jour de ces chiffres et vous verrez si cela a augmenté ou baissé. Déjà, est-ce que vous pensez que ça a augmenté ou baissé ? Allez-y, plus fort. A augmenté ? Vous aurez donc la réponse dans la deuxième table ronde, vous verrez. Dans le même temps, c'est le secteur qui est le plus exposé aux aléas climatiques, les sécheresses, les inondations, les effondrements. Autrement dit, vous êtes un secteur à la fois contributeur et victime. Les acteurs de l'assurance et de l'expertise aujourd'hui, donc vous êtes en première ligne. Chaque sinistre génère des choix techniques et donc des émissions de carbone ou des économies. Chaque indemnisation conditionne une manière de reconstruire, soit à l'identique, soit différemment. Et donc aujourd'hui, on a décidé de se poser une question centrale. Comment l'assurance peut devenir un moteur de cette transition bas carbone? Comment est-ce que vous allez pouvoir concilier innovation, responsabilité et confiance pour que chaque réparation et chaque sinistre devienne une opportunité de réduire cette empreinte carbone dans le monde du bâtiment? Et pour en discuter, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi Charles Cosette, Karine Rodriguez et Stéphanie Dando-Leclerc. Merci de me rejoindre. Alors Charles, vous êtes directeur de la durabilité chez Carbon Risk. Alors déjà, en quelques mots, qu'est-ce que Carbon Risk ? Donc bonjour à tous. Merci à ICSI pour l'invitation et la confiance renouvelée. Je suis très content d'être ici et de participer à cette table ronde après les propos de Thierry qui ont quand même donné une vision assez générale d'où on en est. Et donc Carbon Risk, c'est 3 piliers. Donc le premier, c'est le carbone. Et dans le carbone, en fait, on va au-delà de la myopie du carbone, justement. Donc on quantifie des impacts environnementaux au-delà du CO2 équivalent. Donc on prend en compte d'autres catégories d'impact. On reviendra dessus. Ensuite, donc sur le volet risque, c'est les risques de transition et les risques actuariels, de manière succincte. Et enfin, sur l'intelligence, c'est l'intelligence économique, j'en parlais plus tôt. Et c'est de la remontée d'informations pour guider les prises de décision de nos clients. Alors le thème de la table ronde, c'est comment est-ce qu'on réduit notre empreinte avec des solutions bas carbone. Mais qu'est-ce que c'est qu'une solution bas carbone pour qu'on puisse tous comprendre ? Le bas carbone, ça s'apparente un peu à la sobriété, quelque part. Le bas carbone, c'est, on va dire, consommer moins et consommer mieux. J'en parlais ce matin à ceux qui étaient là dans la matinale. Et en fait, consommer moins, c'est aller vers du réemploi et de la réparation, dans un premier temps. Et consommer mieux, c'est qu'est-ce qu'on consomme, quelle est justement l'intensité carbone des matériaux qu'on utilise. Et donc, en ce sens, c'est aller vers des matériaux biosourcés, géosourcés, etc. Donc, c'est ça, on va dire, les solutions bas carbone. Et Karine, vous êtes responsable juridique chez ICSI Group. Oui. Ces solutions bas carbone, est-ce qu'elles sont aujourd'hui acceptées par les experts sur le terrain ou est-ce qu'elles font peur au contraire ? Alors je ne parlerai pas que des experts, mais elles sont malheureusement encore trop méconnues
Parce que pour donner juste un ordre de grandeur, en 2024, on avait un réseau d'expertise important qui parlait de 2900 missions bas carbone, réparation bas carbone effectuées sur 450 000. Donc ça donne un ordre de grandeur. Donc en fait, elles sont méconnues, elles génèrent effectivement des peurs, des réticences, voire parfois même de l'ironie, mais de la part des assurés aussi. De l'ironie ? De l'ironie, c'est-à-dire oui. Un exemple ? On a certains experts qui vont proposer sur le terrain du remploi de tuiles, du remploi d'équipements sanitaires. On a un ouvrage sécheresse qui est fissuré, donc on a toutes les façades affectées. Et puis à l'intérieur, on peut faire du remploi. Ah mais non, mais moi je veux du neuf, je ne veux pas du greenwashing, je ne suis pas d'accord. On s'oppose à des réticences de la part des assurés. Effectivement, la méconnaissance ne touche pas que les assurés. On a aussi nos experts qui doivent entretenir leurs compétences, se former et se sensibiliser aux solutions bas carbone. Donc, on a parfois 2 salles, 2 ambiances selon le type d'expert. On peut avoir un expert qui n'est pas forcément... on va dire, entre guillemets, rodé aux solutions bas carbone. Alors justement, moi, je suis en assurée, j'ai un pavillon et j'ai une énorme fissure dans ma maison à cause de la sécheresse. Pour qu'on comprenne la différence, qu'est-ce que c'est que réparer sa maison de façon classique et la réparer en bas carbone ? La réparer de façon classique, je vais caricaturer, mais j'ai une maison fissurée, ça va être peut-être une démolition partielle ou totale et reconstruire, ou des solutions assez invasives avec des micropieux, donc des solutions assez dures et peu sobres. Et une réparation bas carbone, on a eu un exemple sur un dossier, sinistre sécheresse. Donc si on avait adopté une solution traditionnelle, c'est-à-dire remplacer et pas réparer, on partait sur une solution à 105 tonnes de CO2. Des réparations bas carbone, ça a été conserver la couverture, la charpente, les menuiseries intérieures, le carrelage lorsqu'il était récupérable, bien évidemment. Ça a été les équipements également sanitaires et on est tombé à 83 tonnes de CO2 pour un sinistre. Donc c'est une très grande différence. Charles, justement, le travail de la donnée peut être capital pour pouvoir aider les experts sur le terrain, rassurer les assurés sur ce choix-là du bas carbone. Absolument. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que la donnée remonte. On en parlait ce matin, justement. Donc il y a un peu de perméabilité sur la remontée de la donnée entre ce qui se passe sur le terrain et ce que les assureurs savent. Et beaucoup d'entre vous sont bien placés pour le savoir. Et donc l'enjeu, c'est que déjà cette donnée remonte et que cette donnée soit suffisamment précise pour pouvoir prendre des décisions. On parlait tout à l'heure avec Thierry, et Thierry disait qu'effectivement, ce qui est important, c'est plutôt la pente plutôt que le point de départ. Donc peu importe le scope quelque part, si on utilise le même scope pour prendre la température à différents moments, en fait, ce qui importe, c'est justement la pente pour voir les progrès qui sont effectués et ensuite en fait, guider l'action. Donc encore une fois, la donnée va guider l'action. Stéphanie, vous êtes responsable assurance construction chez France Assureur. C'est ça. Le secteur de la construction, on le voit, travaille quand même depuis longtemps et depuis plusieurs années sur les solutions bas carbone. Comment est-ce que concrètement les assureurs peuvent aider ? Est-ce qu'il y a un levier important pour vous pour pouvoir vous lancer dans ces solutions bas carbone ? Alors déjà, je voudrais quand même replacer le contexte parce que c'est vrai que je vais être là aujourd'hui pour redorer un petit peu le blason des assureurs qui ont pris un petit peu en introduction. J'ai pris des notes pour répondre aux questions de Thierry tout à l'heure. Voilà, donc en fait, ça a toujours été la position des assureurs d'accompagner les entreprises, quelles que soient les évolutions technologiques qui ont pu intervenir ces dernières années. C'est vrai la réglementation est de plus en plus contraignante, donc c'est pas nécessairement évident pour les entreprises. Elles doivent concilier l'emploi des solutions bas carbone avec toutes ces exigences réglementaires, notamment en termes de performance énergétique, thermique, acoustique, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc pour les assureurs, se pose quand même la question de la maîtrise du risque et de l'aléa. Donc c'est quand même ce qui guide les assureurs sur toutes les techniques de construction, pas nécessairement le bas carbone.
Les choses dont nous, on a besoin, c'est surtout d'être associés en amont des projets de construction, parce que ce n'est pas toujours le cas actuellement. On parle d'innovation, donc nécessairement, comme vous le savez, on est essentiellement sur la technique non courante sur ces sujets-là, particulièrement sur le réemploi, le bio-géosourcé, c'est encore autre chose. Et en technique non courante, effectivement, on n'est pas dans un processus standardisé d'assurance. Il faut que le maître d'ouvrage, ça dépend qui on assure, mais que l'assuré, de manière générale, se rapproche de l'assureur pour déclarer son risque et pour que l'assureur puisse ensuite adapter la couverture assurantielle. Ce qu'on remarque quand même, c'est que sur les polices dommages-ouvrages, il n'y a pas nécessairement d'enjeux ou de difficultés qui sont relevés. Pourquoi ? Parce que justement, les souscripteurs ont une visibilité sur le projet. Par contre, sur tout ce qui est police d'activité, c'est un peu plus complexe parce que la déclaration du risque se fait autrement. L'entreprise n'a pas nécessairement besoin de contacter son assureur en amont. Et quand on s'aperçoit en cours de sinistre qu'on était en technique non courante, là, évidemment, les problématiques peuvent se poser puisque l'assureur est susceptible de poser une limite de garantie. Mais est-ce qu'on ne se cache pas un peu trop derrière cette technique courante ou technique non courante ? Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça ? Ça, c'est une réflexion que doivent mener les assureurs, effectivement. Maintenant, quand on regarde le marché, ces clauses de technique courante, non courante, c'est quand même la majorité des contrats. Donc il y a effectivement des assureurs qui ne l'appliquent pas, mais ils sont en minorité. Ensuite, la technique courante a été révisée aussi en 2022, si je ne me trompe pas, pour justement être un peu plus large et prendre en compte davantage de projets innovants. Le contexte réglementaire, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il se durcit, qu'il vous empêche de faire ce pas en avant ? C'est pas qu'il l'empêche en soi, mais disons que c'est la responsabilité directe des entreprises qui se voient rechercher plus facilement. Donc l'assureur doit pouvoir mesurer le risque, éviter que la sinistralité explose. Donc on est vraiment dans cette problématique-là d'approche du risque. Et comme on est quand même sur des notions qui sont encore récentes, parce que AGEC, je le rappelle, la loi AGEC c'est 2020, faut laisser aussi le temps au modèle économique de s'installer. Mais de là à demander à ce que ce soit l'assureur qui soit en amont pour stabiliser ce modèle économique, je ne suis pas sûre que ce soit la place de l'assureur. Alors, est-ce que c'est la place de l'expert ? Par rapport à ce sujet, j'ai l'impression que tout est remis parfois sur le dos de l'expert. Il y a un vrai risque aujourd'hui pour lui d'ailleurs de choisir ses solutions. Alors nous, effectivement, on est en fin de chaîne et je rejoins Stéphanie sur le fait qu'il faut un travail en amont, une synergie au-delà des assureurs et des experts. Donc oui, nous, on est en bout de chaîne et le risque, lorsqu'on peut proposer une solution bas carbone, c'est de s'orienter effectivement vers des solutions qui ne sont pas normées, qui ne sont pas dans les DTU, donc avec un risque peut-être d'une couverture assurantielle, on va dire, aléatoire, sans mauvais jeu de mots. Et l'expert peut se retrouver, et ça arrive de plus en plus, les réseaux d'experts, depuis 10 ans, sont de plus en plus recherchés pour des réparations non pérennes ou insuffisantes. Donc, le bas carbone, c'est une solution de moindre ampleur. Non pas techniquement ou en performance, c'est réparer au lieu de remplacer, démolir, reconstruire. Donc, l'expert va proposer une solution de moindre ampleur. Et qu'est-ce qui va se passer au bout des 10 ans ? Les constructeurs ne peuvent plus être recherchés. L'expert, au jour de la découverte du dommage, on a 5 ans pour le rechercher. C'est ce qui va se passer. Et c'est ce que nous, on constate depuis 10 ans de façon très accrue. Il y a une augmentation aujourd'hui ? Il y a une augmentation, oui. Et liée à quel type, par exemple ? Ça peut être en sécheresse, ça peut être en dommage-ouvrage, en dégâts des eaux. Et on commence à avoir 1 ou 2 dossiers en protection juridique. Donc, ce qui est quand même assez hallucinant. Mais oui, on a une recrudescence. Donc, le bas carbone peut représenter ce risque-là. Après, je rejoins Thierry, il faut être dans le positif, mais c'est un des risques constatés, oui. Alors, du côté des assureurs, comment est-ce qu'on arrive à concilier ce risque ? Puisque aujourd'hui, il y a ce risque à proposer ces solutions bas carbone pour aider dans la démarche.
Alors déjà, bon, le rôle de l'assureur va s'inscrire dans une démarche qui est collective. Donc encore une fois, on ne peut pas agir tout seul. Mais ça implique évidemment tous les acteurs à l'acte de construire, mais également les filières. Et la problématique, nous, qu'on va rencontrer, c'est essentiellement être face à des filières qui ne sont pas suffisamment organisées et donc qui ne peuvent pas pousser les référentiels auprès de la C2P. C'est cette logique qui fera qu'on passera en technique courante et que les contrats seront standardisés. Donc les filières doivent vraiment se regrouper, avancer ensemble pour essayer de pousser, de dire non, notre méthode peut fonctionner pour qu'elle passe en technique courante. Oui, alors c'est déjà fait. Enfin, on voit apparaître des choses. L'année dernière, vous avez le réemploi des éléments structurants en acier qui sont passés en technique courante. Donc il y a quand même des choses qui se font, en tous les cas sur le réemploi, là où c'était un petit peu plus long au démarrage. Côté bio, géosourcé, on est beaucoup plus avancé, les filières sont beaucoup mieux organisées. Vous avez des choses, bon, je pense que la QC parlerait mieux de ces sujets que moi, mais vous avez des choses sur les enduits en terre crue, sur la brique en terre comprimée, pour Mayotte essentiellement, vous avez des choses en chanvre, en paille, il y a des choses qui se font. Le réemploi, c'est toujours 1% de la construction. 1% seulement. Voilà, c'est pas beaucoup. Pour le 2028, c'est 5% qui est attendu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle économique dans le réemploi ? Voilà. Pour nous, c'est vraiment la difficulté essentielle. C'est qu'on travaille tous ensemble. On parlera peut-être après des différents projets qui sont menés. Mais il faut aussi laisser le temps au temps. La filière REP, c'est depuis 2023 qu'il commence à y avoir quelque chose qui se met en route. Donc, voilà, on a conscience du temps. Mais on est comme tous les autres acteurs, on travaille tous en même temps, on essaie de faire avancer les choses et on espère avoir des résultats. Enfin, Thierry a parlé de différents projets qui étaient en route, donc on sait que ça va venir. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tout le temps nécessaire, malheureusement, pour pouvoir insuffler ce changement. Charles, comment est-ce que les assureurs peuvent devenir ce levier incitatif ? Est-ce qu'il y a une méthode, quelque chose qu'ils peuvent mettre en place pour leur permettre de déclencher les choses ? Peut-être à travers le travail que vous faites, d'ailleurs. L'argent, quelque part. J'ai envie de dire que l'assureur, en fait, a différents leviers incitatifs. Les leviers incitatifs sont principalement liés, on va dire, à ce qu'ils reçoivent et à ce qu'ils émettent. Donc, quelque part, les leviers sont ici. On a donné des exemples de primes, enfin, en tout cas de bonus à la conversion. On va dire que l'assureur, reprenons l'exemple d'un véhicule sinistré. Ce véhicule qui est sinistré, eh bien, l'assureur a un rôle, lorsque le véhicule est assuré, de pouvoir en remettre un sur la route pour l'assurer. Et donc, il y a une question à se poser ici au niveau de l'assureur, de se demander si, justement, en faisant l'analogie avec la pompe à chaleur, si l'assureur est prêt, au moment du changement, de payer davantage, d'indemniser davantage pour aller sur un véhicule, par exemple, de thermique à électrique, et idem sur une chaudière de gaz à une pompe à chaleur. Donc, effectivement, les leviers sont limités quelque part, mais ils sont aussi les plus importants. Les leviers, on va dire, économiques sont clairement déterminants. Et ensuite, l'assureur a une position en amont, on le disait un peu plus tôt, et donc une capacité de pouvoir engager des acteurs, un pouvoir de prescription qui est indéniable, et pareil pour les experts d'ailleurs, qui sont sur le terrain, qui représentent justement les assureurs sur le terrain. Donc quelque part, ces deux acteurs-là ont des leviers importants. Alors ce que vous dites quand même, c'est que pour les assureurs, puisqu'ils sont quand même nombreux aujourd'hui dans la salle, si jamais vous mettez de l'argent maintenant pour aider quelque part les assurés à se transformer, ça sera vertueux à moyen terme et à long terme en fait pour eux. Ils vont récupérer finalement plus d'argent en investissant maintenant ? C'est un peu l'idée ? Je ne me prononcerai pas là-dessus. En revanche, sur l'aspect environnemental, oui. C'est-à-dire que sur du long terme, disons que absolument. Et là, justement, il y a un point de bascule. C'est un peu comme quand on prend un véhicule thermique, un véhicule électrique. Il y a un point de bascule à partir du moment duquel le véhicule électrique est moins émissif sur sa durée de vie. Bon, c'est exactement pareil sur des réparations
ou en tout cas des remplacements plus carbonés sur la production, mais beaucoup moins sur la phase d'utilisation. C'est pour ça que le scope du cycle de vie est absolument important et que la phase d'utilisation, qui est souvent oubliée, devrait être intégrée systématiquement dans les prises de décision, parce que c'est vraiment sur cette phase-là qu'on va pouvoir faire des différences sur la transition bas carbone. Alors Stéphanie, en ce qui concerne par exemple le réemploi, il y a 2 projets importants qui sont en train de se mettre en place, le projet Spirou et le projet Ambre. Est-ce que ça va permettre justement d'accélérer les choses ? Alors, je vais juste vous corriger parce que le projet Spirou est terminé en fait. Ah, pardon. Mais est-ce qu'il a marché du coup ? On a un retour d'expérience. Oui, alors l'idée quand même de ces 2 projets-là, c'est de massifier le réemploi, permettre l'assurabilité derrière. Donc ça a été initié par Spirou, effectivement, qui a été piloté par le CSTB. Alors je vais pas nommer tous les contributeurs de peur d'en oublier quelques-uns. C'est un projet qui a permis d'identifier 10 familles de produits, de rédiger les protocoles de caractérisation qui vont avec. Le projet s'est terminé là et la phase d'après doit être enclenchée. Donc c'est la question des référentiels et donc de l'assurabilité qui va derrière. Donc le projet Ambre, qui cette fois est piloté par l'AQC, a vocation à reprendre les travaux de Spirou pour les terminer. Actuellement, ils sont en phase ils essaient de trouver des financements pour le projet, mais c'est lancé depuis début 2025. En ce qui concerne justement les conditions, quelles conditions doivent être vraiment réunies pour permettre d'utiliser ces matériaux bio-géosourcés, ce réemploi, pour que ça passe justement en technique courante ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Alors, sur le réemploi, c'est vraiment très spécifique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la problématique de la structuration des filières, ça c'est sûr. Après, une autre problématique qui peut intéresser les assureurs, c'est le manque d'historique qu'on peut avoir sur les produits de réemploi. Donc, il faut créer des processus de requalification qui soient effectivement reconnus par les instances techniques. Et c'est seulement si ces 2 conditions sont remplies qu'on pourra passer à la phase référentielle et donc ensuite passer en technique courante de manière automatique. Et en ce qui concerne le bio et géosourcé ? Alors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, pour le bio-géosourcé, on est déjà bien avancé avec toutes les règles professionnelles qui sont déjà reconnues par la C2P. Je ne vais pas vous parler du bois parce que le bois, ça pose même plus de problématiques particulières. Vous avez uniquement la réglementation incendie qui est en cours d'évolution pour adapter le risque incendie. Et ça reste un vrai sujet quand même pour le bois. Oui, ça reste un sujet pour le bois. C'est pour ça que la modification des textes est en cours. Ça devrait sortir avant la fin de l'année. Mais c'est pour permettre justement à la filière de se maintenir. Donc il y a des retours d'expérience qui sont faits sur les sinistres incendies, entre autres, pour justement adapter au mieux la réglementation. Donc on voit quand même que les choses ne sont pas si simples et que ça met quand même un peu de temps à se mettre en place. Karine, quels freins rencontrent aujourd'hui les experts pour pouvoir proposer ces solutions aux maîtres d'ouvrage ? Les freins sont d'abord d'ordre psychologique, j'en parlais tout à l'heure. Donc la méconnaissance et le manque d'acculturation de la part des assurés au sens large, maîtres d'ouvrage comme entreprise. Des problématiques techniques. Parfois, peut-être, on va s'orienter plus vers du normé plutôt que vers des techniques non courantes. Cela peut être également un problème de sécurité juridique. Le fait de l'expert est exposé, il est en fin de chaîne. S'il y a une contestation de la part de l'assuré à 10 ou 15 ans, il va être exposé. Et ça peut être également, comme on en parlait tout à l'heure, un problème de temporalité. On manque de retour tout d'abord sur ces techniques pour le moment. Donc l'AQC en fait récolte tous nos rapports et dresse des statistiques, permet une évolution de la réglementation. Donc tout ça prend du temps. En fait. Ça peut être aussi un problème de coût. J'imagine que les devis sont bien plus élevés sur ce secteur. Parfois oui. Alors parfois oui, parfois non. Ça a tendance d'ailleurs à s'équilibrer. Mais oui, le coût peut être également un problème. On peut avoir aussi, et c'est ce qu'on essaie de résoudre avec des réseaux partenaires, on a vu ce matin avec XIREP, c'est les pertes de compétences, le maillage et l'absence d'entreprises compétentes dans le domaine. Est-ce que vous avez un exemple concret pour qu'on comprenne sur ces difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain ?
Alors un exemple concret, oui, j'ai des experts qui ont eu des dossiers lyonnais. C'était un problème de bardage, donc c'était un sinistre sur bardage. Il s'agissait donc de tenter de le déposer pour pouvoir remonter la partie qui était encore viable. La difficulté, c'est qu'en l'enlevant techniquement, on touchait à son intégrité, donc ça n'a pas été possible. Dans d'autres cas, on peut démonter, le remonter, mais on va réutiliser que la partie viable. Et la partie viable qui a été exposée aux UV n'est pas la même que la partie neuve. Donc le maître d'ouvrage peut être en désaccord. Et d'ailleurs, le principe indemnitaire, on en parlait avec Stéphanie, en dommage ouvrage, il n'y a pas de difficulté. Mais dans les autres domaines d'indemnisation, l'assuré fait ce qu'il veut de son indemnité. Donc on peut se heurter à ça aussi. Oui, parce qu'après, il a l'argent, il choisit la prestation qu'il souhaite à la fin. Exactement. Est-ce qu'on a quand même un peu de recul aujourd'hui ou des retours d'expérience sur la sinistralité des travaux réalisés en bas carbone? Alors, pour ma part, non. Ça serait peut-être d'ailleurs plutôt le domaine de la QC. Mais comme je disais, on a des initiatives qui sont récentes. On a MIRAPI, qui est un cadre législatif qui existe, donc Mieux reconstruire après inondation, qui a été établi en 2021, qui permet des solutions alternatives sur des ouvrages anciens identifiés. Mais il faut de la temporalité. Et pour le moment, on n'a pas de retour. Je donnais l'ordre de grandeur en début de table ronde. Quand on voit 2900 missions, 450 000, on manque de retour. Voilà. Et sur combien d'années, on le sait? Est-ce qu'il y a ça Alors, aussi nous, en qui compte, construction, on va vous parler de 10 ans. Mais voilà, tout dépend de la durabilité du produit, tout dépend de ce dont on parle. Mais c'est vrai que nous, en construction, on est plutôt sur 10 ans. Charles, est-ce qu'on a des exemples concrets aujourd'hui, chiffrés, pour montrer justement comment le réemploi ou la réparation peuvent réduire significativement un sinistre? Je vais y arriver. Pour les motiver à y aller. Bien sûr, je vais aussi abonder sur ce qui vient d'être dit. Et l'enjeu de structurer la filière du réemploi, c'est aussi un enjeu économique. Je vais prendre aussi un exemple du secteur de l'automobile. Aujourd'hui, si la pièce de réemploi est moins chère qu'une pièce neuve sur le marché, c'est en partie parce que la filière est quand même bien structurée. Il y a suffisamment d'offres pour tirer les prix vers le bas. Et je pense que, en tout cas, ce que je comprends de la situation dans le bâtiment, dans le réemploi, c'est que justement le fait que les filières ne soient pas suffisamment structurées, qu'il n'y ait pas suffisamment d'offres, eh bien l'argument, on va dire, le coût du réemploi aujourd'hui fait pas sens vis-à-vis du neuf. Donc d'un point de vue de l'assureur, effectivement, remplacer par du neuf, ça coûte moins cher. Et ce qui coûte moins cher, en général, c'est préférable pour l'entreprise privée. Donc en gros, l'idée c'est ça, c'est de se dire aussi, structurer des filières, c'est tirer les prix vers le bas. Et nous, on constate aussi que lorsqu'il y a justement ce double bénéfice, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'aller vers des solutions bas carbone lorsqu'elles sont moins chères. Donc bénéfice environnemental et économique. Tout à fait. Et nous, on travaille d'ailleurs là-dessus. Donc pour répondre à votre question initiale sur la différence des émissions, si vous voulez, il y a un podium. Le podium des solutions bas carbone, c'est d'abord la réparation, vous vous en doutez. Donc, par exemple, il y a des estimations qui ont été faites par mètre carré, et on va dire que la réparation peut permettre d'éviter par mètre carré entre 25 et 250 kg de CO2. Ça vous parle pas beaucoup, mais peut-être ça vous parlera plus quand je vais le comparer avec le réemploi. Donc le réemploi, on est entre 25 et 50 kg de CO2 évité par mètre carré. Donc c'est moins performant en termes environnementaux que la réparation. Ça va de soi. Il y a un besoin de transport qui est important, qui gomme un peu, on va dire, les émissions évitées s'agissant du bâtiment. Et donc on comprend que c'est d'abord la réparation, puis le réemploi. Qui sont à prioriser. Il n'y a rien de nouveau ici, c'est juste qu'on ajoute des chiffres, on essaie d'objectiver la chose, et à terme, c'est de quantifier ce qu'on permet d'éviter en termes d'émissions et aussi ce qu'on permet d'économiser en termes de coûts, parce que en fait, la variable environnementale doit devenir un agent de maîtrise des coûts moyens pour les assureurs. Et en fait, c'est ce qu'on constate dans certains secteurs, et on espère que ça se répandra sur d'autres classes d'actifs.
Parce que je vous ai vu réagir quand Yves Langrenay a expliqué justement qu'il n'y avait pas encore de plan en fait, d'émissions du côté des assureurs au niveau des émissions carbone. Ça vous avait fait sourire. Aujourd'hui, ça devient nécessaire que les assureurs prennent à bras le corps ce sujet et peut-être publient des futurs résultats, ou en tout cas des objectifs à atteindre. J'ai évidemment un conflit d'intérêts pour répondre à cette question. Par contre, je dirais que dans l'absolu, oui. On parlait des 9 limites planétaires tout à l'heure. Et en fait, les limites planétaires, effectivement, c'est-à-dire que si on raisonne et on met de côté ces intérêts particuliers et on essaie de raisonner pour la survie de l'espèce, voilà, c'est à qu'on parle, quelque part, eh bien effectivement, c'est tout à fait important. Et c'est en tout cas, personnellement, moi, ce qui m'anime dans ce que je fais au quotidien et dans les relations que j'ai avec des gens comme les gens dans la pièce ici. Donc j'aurais envie de dire oui. Et pour leur donner encore un petit coup de motivation supplémentaire, en termes d'empreinte carbone, si on prend l'exemple d'une porte en PVC qui est endommagée, est-ce que, je ne sais pas si vous avez un peu les chiffres en tête, mais quel est l'impact carbone si on la répare et quel est son impact carbone si on la remplace? Est-ce que l'ordre de grandeur c'est du simple au double, au triple? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je vais du coup prendre l'exemple du sol que j'ai. Excusez-moi pour ça, mais en fait, c'est exactement la même logique. Je l'ai présenté ce matin. Et donc, en fait, c'était une étude sur remplacement en sol. Donc, il y avait un sol en lino, sol en PVC ou sol en parquet massif. Donc, voilà, c'était les 3 solutions. Et en fait, il y avait donc différentes durées de vie en fonction des alternatives. Le parquet massif, c'était 50, le lino, c'était 25, et le PVC, c'était 10. Et en fait, les émissions par mètre carré du PVC, c'était 98 kg de CO2 équivalent par mètre carré, alors que le parquet massif, il me semble que c'était autour de 2%. À 2 de 2 kg, pardon. Donc, et en plus, le parquet massif donc, a une durée de vie de 50 ans. Si on le compare avec un sol en PVC, il y a donc 5 renouvellements sur la même durée de vie du parquet massif. Donc ce qui a en termes d'impact carbone, c'est un delta absolument gigantesque en termes d'émissions. Après, vous allez me dire, effectivement, le parquet massif est beaucoup plus coûteux qu'un sol en PVC, vous aurez raison de le dire. Mais si on essaie d'optimiser simplement pour la variable carbone CO2 équivalent, eh bien évidemment, c'est le parquet massif qui gagne. Et ensuite, donc sur la partie sol, sur donc la deuxième alternative, c'était un peu un entre-deux. Mais voilà, donc ça c'est un exemple très concret et qui se réalise dans chacun des choix de réparation des experts. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire quelles sont les alternatives et qu'est-ce que moi en tant qu'expert je suis capable de pousser auprès de l'assuré. Et donc le rassurer, etc., etc. Alors on voit la Karine qui a quand même des mesures très concrètes aujourd'hui, cette mesure carbone. Comment est-ce qu'on peut arriver à l'intégrer dans les réseaux d'experts? Est-ce que c'est possible? Les réseaux d'experts travaillent de toute façon déjà à cette intégration, puisque sous l'égide de la FEDEA, qui est issue de la fusion entre la CFEC et la CEA, il y a tout un travail sur un calculateur bas carbone qui permet en fait d'intégrer tout devis et d'avoir son empreinte carbone. Donc il y a plus de 750 données par prestation qui permet de dire mais tiens, la maçonnerie avec telle main d'œuvre, ça sera telle émission de carbone. Donc ça, c'est tout un travail important parce que la donnée permet de piloter et permettra de savoir comment quantifier et si on est vraiment sur une solution moins disante en carbone. Et un groupe justement comme XI Group aujourd'hui peut faire la différence dans cette réparation résiliente? On fait la différence puisqu'on fait partie de ce groupe de travail de façon très assidue. Et oui, on travaille déjà à l'intégration dans notre logiciel de ce calculateur. Et on est très, dans ce cercle vertueux où on a montré ce matin donc, le XIREP avec les entreprises partenaires. Et en fait, elles-mêmes viennent former les experts et nous, on va les former également par rapport aux pathologies. Et il y a tout un travail par Xiform qui est fait sur les réparations bas carbone. On va déployer et on déploie des formations à ce titre-là. Et du côté des assureurs, est-ce qu'on peut justement intégrer cette mesure carbone? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? J'imagine que c'est non, j'ai l'impression. En fait, c'est un sujet qui est très complexe. Je ne savais pas à la base comment l'introduire sur la table ronde d'aujourd'hui, mais Thierry en a parlé tout à l'heure. C'est des sujets sur lesquels on travaille déjà au niveau européen, en fait. Donc, on a été sollicité par le PICAF.
on a répondu à une consultation publique sur le sujet du calcul carbone. Le PICAF a travaillé sur différents modes de calcul, de déclaration des GES. L'idée, c'était de recueillir l'avis des assureurs sur les différents modes de calcul proposés. Juste, est-ce que tout le monde sait ce que c'est, le PICAF? Oui? Non? Peut-être. Non, c'est un consortium mondial qui est composé de sociétés d'investissement. D'accord. Pour faire court. Ils ont effectivement proposé des modèles de calcul, vu que la CSRD est illimitée à une partie du champ financier, donc c'est ce qu'ils appellent les émissions financées, mais ils ne prévoient rien sur la partie émissions assurées. Donc c'est là-dessus qu'on voit des initiatives arriver, dont celle du PICAF. Et on a étudié les travaux qu'ils ont réalisés et qui sont déjà bien, parce qu'ils dressent quand même un état très large de tout l'éventail des types de contrats qu'on peut proposer. Ça va de la RC à la RCD, même aux garanties de livraison, l'ADO, enfin vraiment tout le spectre de l'assurance construction est envisagé. Maintenant, la problématique qu'on a, c'est qu'on se retrouve avec un problème de fiabilité de la donnée. Il y a beaucoup de données que les assureurs ne peuvent pas récupérer. C'est-à-dire ? Alors voilà, pour vous donner un exemple concret, on prend un ouvrage neuf, le calcul carbone de l'ouvrage neuf démarre de la première pierre qui va être extraite du chantier jusqu'à sa phase de démolition, recyclage. Donc quand bien même, admettons, l'assureur arrive à peu près à calculer le risque, l'empreinte carbone jusqu'à la date de réception de l'ouvrage. Pourquoi pas, à la rigueur. Mais toute la phase d'exploitation échappe complètement à l'assureur. Donc ça, c'est des données qu'il ne peut pas avoir. Même chose sur tout ce qui est activité des entreprises. Les entreprises déclarent une activité, mais elles ne déclarent pas systématiquement sur leur chantier. C'est sur leur bonne foi, j'imagine ? Alors, justement, le système proposé par le PICAF, c'est un système qui repose uniquement sur le déclaratif. On manque de gendarmes au niveau national ou européen pour faire le point sur les chiffres et les données qui sont transmises. Donc les négociations continuent. Ça manque de structure en fait encore. Voilà, ça manque de structure. Thierry a parlé de d'autres initiatives qui sont portées et sur lesquelles évidemment on reste à l'écoute. Et en ce qui concerne les émissions sinistres dont il a parlé, c'est une donnée qui est quand même extrêmement intéressante. Pourtant, rien n'est fait aujourd'hui. Alors le PICAF effectivement n'introduisait pas cette donnée. Au niveau fédération, il y a quand même des choses qui se font. Il y a des groupes de travail justement qui en plus accueille les experts pour faire le point sur la réparation sinistre, justement. C'est le cas, effectivement ? Oui, et le but de ce calculateur bas carbone, c'est d'intégrer aussi la réparation de l'existant, parce qu'on parle du neuf, on parle de la RE de 2020, mais ce qui est très important, en fait, c'est les bâtiments anciens, 1850 et auparavant, qui sont maintenant atteints de désordres, de sécheresse ou d'inondation. Donc cette base de calculateur va vraiment intégrer la partie existante aussi. Charles, ça vous inspire ce que fait le PICAF ? Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez de près ? Ça fait partie effectivement de notre bibliothèque. Alors le PICAF en fait, a fixé, on va dire, une première pierre sur comment on comptabilise justement ces émissions-là. Il y a plusieurs spécificités. Pour ceux qui étaient là ce matin également, on parlait par exemple des émissions pour les placements d'actifs. Donc un exemple, une société X détient 1% d'une société Y. Eh bien, la société X est responsable d'1% des émissions annuelles de la société Y. Donc en fait, l'imputation des émissions dans le portefeuille d'investissement est équivalent au pourcentage de détention des actions de la société. Donc voilà, ça c'est des règles de calcul qui ont été définies par le PICAF en partie, s'agissant des sinistres. Donc, effectivement, ils ont fixé des règles sur l'automobile. Donc, par exemple, quel est le périmètre, on va dire, de comptabilité. On s'est inspiré de cela, on l'a complété. Il y avait quelques briques qui nous paraissaient manquantes, en tout cas pour notre périmètre d'action. Mais effectivement, ça fait partie de la bibliothèque des pratiquants.
Alors maintenant qu'on a parlé de tous ces freins, de tout ce constat qui paraît peut-être un peu sombre, vient le temps quand même des solutions et puis surtout des leviers qu'on peut utiliser pour permettre vraiment d'y arriver ensemble. Karine, qu'est-ce qui serait important pour accélérer l'adoption des solutions bas carbone chez les experts en particulier ? Tout d'abord, je rebondis encore sur ce que disait Stéphanie. La synergie de tous les intervenants du secteur. On parle de la QC, de l'ADEME, on parle bien évidemment du CSTB, mais je vais aussi parler de l'UNEP, de l'Union nationale des paysagistes. Ne pas oublier qu'un ouvrage, c'est sur un sol vivant. Se réapproprier les méthodes anciennes, et je pense à mes experts agricoles chez ICSI, notamment utiliser vraiment cette synergie-là, elle est importante, et on ne peut pas occulter notamment le domaine agricole. Ensuite, c'est sensibiliser, donc des plaquettes aux assurés, qui va en fait les informer et également les inciter. Ça va être également des formations aux experts. Donc nous, on est en plein travail avec Ixiform. Oui, c'est une des clés, la formation, elle est essentielle. L'expert et le pédagogue sur le terrain, c'est le dernier maillon de la chaîne qui va proposer cette solution bas carbone. Donc il faut qu'il y croit, qu'il soit formé, qu'il soit prêt. Et puis qu'il aille convaincre l'assuré. Comment ? Et qu'il convainc ensuite l'assuré. Exactement. S'il n'est pas convaincu, il ne convaincra pas. Donc oui. Et le fonds Barnier, ça peut être un levier ou pas ? Le fonds Barnier. Oui, le fonds Barnier, c'est effectivement, mais notamment c'est ce qui a permis Mirapi. Le fonds Barnier permettrait effectivement dans le cadre des événements RGA, de permettre ces réparations alternatives sobres. Alors Stéphanie, on a vu la synergie, c'est quand même la clé. On a parlé aussi en introduction avec Thierry. Quel type d'incitation supplémentaire spécifique aux assureurs on pourrait mettre en place ? Déjà, de manière générale, on peut penser aux incitations fiscales qui sont déjà en place sur d'autres domaines. Donc pourquoi pas ? Après, au pouvoir public de décider quoi, quand, comment. On a identifié aussi des leviers au niveau de tout ce qui relève de la formation. On a besoin vraiment encore d'acculturer les différents acteurs. Alors les entreprises, les maîtres d'œuvre, les architectes bien évidemment, mais également les maîtres d'ouvrage. Alors je vois que le sujet a été abordé l'année dernière, donc moi je voudrais quand même réappuyer là-dessus, parce que le maître d'ouvrage, c'est quand même lui qui est le chef d'orchestre de son projet. C'est lui qui définit un budget, donc il faut que le budget soit suffisant pour construire dans des cadres innovants comme ceux dont on parle. Il faut aussi qu'il prévoie le temps nécessaire à la réalisation du projet. On n'est pas sur des chantiers standards. Il faut aussi le temps de monter les ATEX qu'on voit beaucoup sur les chantiers innovants. Ça veut dire également s'entourer d'une équipe compétente, donc, notamment au niveau de la maîtrise d'œuvre, des entreprises. Pourquoi pas se faire assister par un AMO spécialisé, c'est des nouveaux métiers qu'on commence à voir apparaître. Et puis, encore une fois, et là la boucle est bouclée, d'associer l'assureur au démarrage du projet pour adapter la couverture assurantielle. Charles, vous voyez réagir lorsqu'elle a parlé des maîtres d'ouvrage ? Non ? Non. Ah, je pensais, pardon. Moi, oui, je réagissais. Alors vous, allez-y. Parce que la prévention, on en a parlé, on n'en parle pas assez. Il faut être proactif quand on a un ouvrage. L'entretien, la prévention, ça en fait partie. Et ça permet, c'est un poste important de décarbonation. C'est un poste clé aujourd'hui. Alors, je me tourne quand même vers vous, Charles, parce qu'on parlait de bénéfices carbone en introduction avec Thierry Langrenet. Est-ce que le fait d'intégrer cette donnée, intégrer le bénéfice carbone, ça peut être un levier pour inciter justement à changer les pratiques ? Succinctement, on l'espère. Et je pense que là, on a dit beaucoup de choses. Et puis, de manière très succincte, effectivement, on espère que ça le deviendra. On espère intégrer la variable environnementale dans la prise de décision. Et j'ai pas grand chose à ajouter à ce niveau-là, mais je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors il nous reste encore juste un petit mot de conclusion. En un mot, Stéphanie, le levier décisif pour vous, ce serait quoi ? Alors ça ne va pas être en un mot, ça va plutôt être une idée. Hein. Nous, on est vraiment focus sur la question de la stabilisation du modèle économique qui est encore à créer et évidemment auquel on s'associe. Donc le modèle économique, et pour vous ?
La formation et la synergie des acteurs. Merci beaucoup à tous les trois pour cette table ronde très riche. Restez encore un peu avec moi parce que je suis sûre qu'on a plein de questions dans la salle. Et oui, vous pensiez partir de suite. Eh bien non, je vous garde encore un peu. Est-ce que dans la salle, il y a déjà des questions ou pas pour nos intervenants? Alors, ne soyez pas timides, il y a des micros qui vont passer dans la salle. Alors, on est aussi en direct, hein. Donc, j'ai des questions, éventuellement aussi, qu'on nous a envoyées. Alors, moi, j'étais pas ce matin, c'est moi. Oui, bonjour. À la matinale. Mais tout à l'heure, on parlait de kilos de CO2 pour des matériaux. Et la question, c'était pour combien de temps ou annuel, enfin, sur quelle durée de vie? Il y avait trois durées de vie différentes sur les 3 matériaux cités. Donc il y avait 10, 25 et 50 ans sur les 3 matériaux cités. Et en fait, la durée de vie du matériau est inhérente à, on va dire, à sa résistance. Et donc là, les exemples que j'ai mentionnés, c'était le sol en PVC, sol en lino et en parquet massif. Et donc en l'occurrence, c'était respectivement 10, 25, 50 ans. Et pourquoi la durée de vie est importante? Eh bien parce que pour comparer une prestation identique, on va dire, il faut prendre la variable durée de vie de l'utilisation du matériau. C'était sur une menuiserie, je crois. On a parlé de 25 kilos, non? C'était pas ça? Ah. Oui, pour le parquet, du coup, c'était après, ouais, vous avez fait la somme, c'est ça Sur les 50 ans, oui, tout à fait. D'accord. En fait, l'impact carbone du matériau est comptabilisé sur la durée de vie estimée de ce matériau. Donc, en l'occurrence, les 3 années différentes que j'ai mentionnées, c'est les durées de vie estimées de ces 3 matériaux respectifs. Et donc, pour les comparer, en fait, il faut prendre une échelle de temps équivalente. Et donc là, par exemple, typiquement, on peut prendre la durée de vie la plus longue, le parquet massif 50 ans, et ensuite on prend en compte les renouvellements des autres matériaux pour pouvoir comparer des prestations équivalentes sur une durée de vie équivalente. Alors, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette première table ronde. Il y aura un petit temps de pause, d'échange avec nos intervenants, si vous le voulez, autour d'un petit café. Nous, on se retrouve à 15h30. C'est bien ça, pour la deuxième table ronde qui sera très, très ciblée solutions avec des intervenants passionnants. À tout de suite.